Bouh! Ah! J'ai eu peur. Et vous? Après cette intro très ridicule, on est prêt à commencer notre épisode sur les peurs. On a tous des peurs et ça va être le fun d'en entendre parler. On commence avec un petit chronique ta mère, ensuite une entrevue avec notre ami Pierre Turcotte qui nous parle un peu plus des peurs. Puis on termine le tout avec 10 peurs insolites et ça commence maintenant. Ma plus grande peur, je pense que ça serait de pas faire tout ce que je veux dans la vie, de pas avoir assez de temps ou avoir... mettons que j'ai de quoi de super cool qui arrive dans, mettons, 2 semaines, 1 mois, 1 an. J'ai tout le temps peur, genre, mettons, de mourir avant ou bien qu'il y ait de quoi qui m'ampute les 2 jambes que je puisse plus le faire, genre, avant. De comme même. Sophia, je suis au courant de sa peur des araignées. Je regarde avec elle. Ma plus grande peur, c'est le vomi parce que, oh mon Dieu, je me sens pas bien. Quelqu'un a mal au cœur, là, je pars. Je comprends pas pourquoi, il n'y a rien de genre d'effrayant là-dedans. Il y en a qui ont peur des clowns, c'est un peu correct parce que c'est pas tant agréable à l'œil, un clown. Mais moi, là, le vomi, là, j'en parle puis ça me... j'haïs ça. Sa plus grande peur à Frédéric, c'est de vomir. Il en a une phobie. J'ai comme peur de plein de petites choses. J'ai peur... OK, j'ai découvert récemment une peur des oiseaux. Genre, je marchais dans la rue et j'ai vu un corbeau qui volait direct. Genre, il est passé à ça de ma tête j'ai eu la peur de ma vie. Là. Genre, un corbeau, c'était peur, hein? Genre, avec son gros bec. C'était pas le fun. J'aime pas les oiseaux. Je pense qu'il a peur que les gens qui aiment meurent. Je sais pas de quoi il a peur, Ben. C'est drôle, hein? Il a pas peur de moi, en tout cas, je peux dire ça. J'ai pas peur des hauteurs. Je dirais les endroits qu'on est... C'est quoi le mot? Claustrophobe, c'est ça le mot. Je pense que c'est ça. Sa plus grande peur, ben, je pense qu'elle est très protectrice envers son frère. Puis, je pense que sa plus grande peur, ça serait peut-être que son frère serait malheureux ou quelque chose comme ça. Tu sais, je pourrais aller loin, mais j'irais avec ça. Ma plus grande peur à moi, c'est de me faire kidnapper. Ouais, j'ai vraiment peur de me faire kidnapper. Kidnappez-moi pas, s'il vous plaît. Merci. La plus grande peur de Maude... Ben, je dirais peut-être la mort. Mourir ou que quelqu'un meure. Ben, Thor, parce qu'il est beau. non, mais genre, Thor, mais comme Thor paresseux. Tu sais, quand il y a genre une grosse bedaine de bière, là. Ouais, mais avec les cheveux longs, parce qu'il est plus beau avec les cheveux longs. Je la verrais peut-être en Iron Man, ou on va dire Iron Woman. Si j'étais un super-héros, je serais le genre de héros qui affronterait toutes ses peurs, puis qui serait capable de, genre, de faire des affaires genre, sans aucune crainte. Je sais pas, si Anne-Frédéric avait un super pouvoir, probablement que ce serait de pouvoir se téléporter dans des lieux, parce que je crois qu'elle aura le goût du voyage, donc elle pourrait se promener à travers le monde. Moi, je pense que si je serais un super-héros, je serais... comme la Madame Bleue qui se transforme tout nue, là. Non, mais tu sais, genre, elle qui se transforme, là, puis qui change de forme, je trouve ça vraiment cool, là. Je serais de même, ça serait cool. Superman, à cause des cheveux. Tu le vois dans le vent avec ses cheveux. Spider-Man, parce que c'est Tom Holland. Tom Holland, ben, qui aime pas Tom Holland? Puis aussi, c'est quand même cool parce que tu fais genre... Ouais. Ça. Ben, s'il y avait, Superwoman, là, tu sais, qui enlève les injustices, là, puis qui... Ouais. Vous savez que c'est un connaisseur grâce aux vidéos terreurs. C'est lui qui l'anime. Ben oui, vous l'aurez deviné. C'est Pierre qu'on va interviewer aujourd'hui. Puis si vous savez pas c'est quoi les vidéos terreurs, ben c'est le temps d'aller l'écouter. C'est une émission de la télé du Haut-du-Lac. C'est-tu bon un peu? Bienvenue à l'émission, Pierre. Bienvenue à Adossez-vous. Salut! Donc, on est vraiment enchanté de vous avoir pour cette émission. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec l'interview. Donc, une première question qui était vraiment intéressante, c'est qu'est-ce qui distingue un bon film d'horreur d'un mauvais film d'horreur? Ça dépend vraiment de la personne qui l'écoute. Ben non, c'est pas vrai. Il y a des bons films d'horreur parce que soit ils sont bien réalisés, la direction photo, ça dépend de ce que tu recherches comme auditeur, mais il y a des classiques parce qu'ils sont bons en fait parce qu'on a pensé, on n'a rien laissé au hasard, autant la direction des acteurs que le scénario. Je pense que
si tu es dans le trailer, ton scénario, il doit être béton parce que si tu as l'impression de savoir la fin au début, ben déjà, tu viens de passer à côté. Il y a les effets aussi spéciaux qui sont très intéressants parce que des fois, tu vois des vieux films qui sont excellents, mais que les effets spéciaux, c'est plus difficile. Moi, j'aime beaucoup plus les effets plastiques. Là. Alien est beaucoup plus efficace qu'un monstre en 3D fait par un ordinateur. Là, parce que tu as l'impression de la texture, il y a quelque chose qui est là. Ça va dépendre de tes goûts aussi. Il y a des gens, mettons, ce qu'ils veulent, c'est voir, c'est du gore. Donc, ils veulent voir des tripes exploser, puis un peu comme le Lloyd Kaufman peut faire, là. T'écoutes ça, puis c'est comme, il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent voir. Il y a des gens, ce qu'ils cherchent, c'est la peur. Donc, on va être plus les fantômes, les esprits, dépendamment ce qui vont les marquer, eux, dans leur vie, là. C'est ça, je sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, c'est parfait. Puis, je pense, là, un conseil que je peux te dire, c'est quand tu trouves un bon réalisateur ou quelqu'un qui a trouvé quelque chose, regardez sa filmographie, souvent, tu es capable de trouver des petits bijoux. Parce que faut pas oublier que les films d'horreur qu'on voit au cinéma, là, c'est même pas 5 % des films d'horreur qui sont produits. Il y a beaucoup de productions qui passent inaperçues puis qui sont beaucoup distribuées en underground dans des festivals parce qu'il n'y a pas de plateforme comme les cinémas qui vont les passer. Puis les films qui passent au cinéma d'horreur, en général, sont tout faits sur le même frame, très hollywoodien, peu d'intérêt, en fait, souvent dans ces films-là. Là. Donc là, pour les téléspectateurs à la maison, on va devenir des cuisiniers. Donc là, on est rendu des chefs. Oui. C'est quoi la recette parfaite pour créer un film d'horreur qui marche bien aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il faut partir des peurs des gens. Qu'est-ce qui fait peur aux gens aujourd'hui? Je pense que si quelqu'un là, avait du flair, là, nous ferait un bon film d'épidémie cette année, là, je pense que ça pourrait... Non, parce que là, on voit ce que ça peut donner. On a eu un petit aperçu, tu sais. Ouais. Mais imagine là, qu'on passe à l'étape 2, à l'étape 3, où là, ça nous rend, tu sais, qu'on fasse enfin le trait entre le film d'épidémie et le film de zombie, tu sais. Non, parce que dans un film de zombies, ça commence, tout le monde est déjà un zombie, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Mais là, est-ce que ça pourrait être créé par l'épidémie? Puis là, on pense que finalement, le virus nous transforme, nous rend malades, nous tue. Tu sais, tout ça, je pense qu'il y a une question de timing. Puis, il y a l'innovation. Tu sais, qu'est-ce qui va nous amener à avoir peur, tu sais, à un moment donné, quand les caméras sont arrivées, puis des gars comme ceux qui ont fait Blair Witch, après ça, on a vu beaucoup ça. Des films tournés un peu caméra-épaule, un peu tout croche. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Fait qu'il n'y a plus de nouveauté là-dedans. Mais comment trouver une manière d'amener ça? Est-ce que ça pourrait être un film sur les réseaux sociaux? Déjà que c'est un peu horrifiant, les réseaux sociaux. Parce que c'est. Mais je pense pas qu'il y ait de recettes. Mais je pense que, ben oui, il doit y avoir des recettes, mais il faut clairement un réalisateur qui a une super direction photo, un scénario béton, des acteurs solides qui sont bien dirigés. La musique, hein, faut pas oublier que la musique dans les films d'horreur, elle est hallucinante. Faut revoir les films de John Carpenter qui compose la musique de ces films pour comprendre toute l'incidence que ça peut avoir. D'ailleurs, tu feras l'essai. Écoute Halloween, le premier, même pas de son. C'est zéro épeurant. Zéro. C'est rien d'intéressant. Tu vois arriver de loin, il approche tranquillement. Pas de musique, c'est la musique qui crée tout. Puis, on va jouer avec la musique, tu sais. C'est des patterns. Si tu écoutes le film Jaws, tu sais, mettons, on arrive avec un pattern où là, tu entends une musique. Et là, le requin arrive. Il te mange. Là, ça, on a établi ça dans la tête du monde. Fait qu'est-ce qu'on fait après? On joue avec ça. On entend la musique. Pas de requin. On entend la musique. Pas de requin. Pas de musique, le requin arrive. Fait qu'on joue puis on déstabilise le spectateur. Ça ajoute du suspense un peu. Ben oui, c'est qu'on joue sur les codes. C'est là où on va aller chercher quelque chose. Puis, il y a d'autres choses, c'est qu'on a un slasher classique là, qui arrive et qui tue du monde. Là, il va falloir être imaginatif aussi, parce qu'on en a vu plein. Bon, un nouveau, lui, il est chauffeur de taxi ou il est handicapé ou il a un problème mental, ou on ne sait pas trop. Mais j'ai l'impression qu'on tourne tout le temps un peu dans les mêmes affaires, tu sais. OK. Puis, c'est ça. En tant qu'adulte de films d'horreur, c'est quoi, mettons, que tu dirais qui est ton top 3 des films d'horreur, les must-see, les classiques, là? Must-see, top 3, j'aime ça. Là, rapidement, là, c'est un top 3 qui va aller vite hein, parce que je veux pas me tromper, mais il y en a tellement. Clairement, pour moi, Dawn of the Dead, 1977-78 de George Romero, qui est son deuxième film de zombie, où on est... En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la peur vient pas nécessairement du zombie. La peur, c'est qu'à un moment donné, c'est les survivants font... Qu'est-ce qui se passe si on est les derniers survivants? Tu sais, la peur d'être tout seul, de comment survivre,
C'était super bien traité. Puis il y a une analogie aussi avec le centre commercial où on voit l'humanité un peu déambuler, pas savoir trop quoi faire. Puis on peut faire vraiment un lien avec ce qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou avec, je sais pas, es-tu déjà allé dans un centre d'achat la journée du Boxing Day, mais avant que ça rouvre? Non, C'est exactement comme dans ce film-là. Tu as des gens qui déambulent dans le centre d'achat, ils regardent un peu partout, il n'y a rien à faire, rien à voir, mais ils sont là. Il y a de quoi de malsain là-dedans. Puis ça, c'est un film qui, moi, m'a vraiment marqué de manière hallucinante. Là. Vraiment un très, très bon grand film, même. Là, je vais essayer de changer de genre. J'irai avec The Thing de John Carpenter en Antarctique, très Lovecraftien. Un des rares qui a réussi une adaptation des films de Lovecraft. Inspiration, là, In the Mountain of Madness, d'un de ses romans classiques que je réécoute encore aujourd'hui avec un très, très grand plaisir. Et un qui marche toujours aussi efficacement, c'est L'Exorciste. Écoute, c'est tellement vieux, mais c'est tellement encore bien fait, bien réalisé. La musique de Mike Oldfield, tout est là. Là, c'est un top 3 rapide, là, mais là, écoute, il y en a plein d'autres. On pourrait parler de Godzilla, on pourrait parler d'Alien. Il y a des films qui vieillissent super bien puis qui ont eu une incidence autant historique que sur le film d'horreur. Et moi, je vais vous conter une anecdote parce que j'ai le temps. C'est bien parfait. Sur le film d'horreur qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est Vendredi 13, le premier. Et là, tu réécoutes ça aujourd'hui puis tu fais mollo. Et tu as parfaitement raison, c'est pas tellement épeurant. Mais justement, en contexte, on est en 1980 quand le film sort. À l'époque, au cinéma, pour aller voir ces films-là, il n'y avait pas de code d'âge. C'était, si tu n'as pas 18 ans, il faut que tu viennes avec tes parents. Okay. Ma soeur, qui est plus vieille que moi, voulait aller voir le film et dit à mon père, « Hey, tu peux-tu venir avec moi? » Mon père fait, « Ah oui. Bon, si ma fille, elle peut y aller, mon gars peut y aller. » Moi, j'ai 6 ans à l'époque. J'arrive, j'écoute ça. Il faut savoir que nous, on vit à Vauvert, dans le bois, sur le bord d'un lac. J'ai dormi entre mes deux parents le mois qui suit. Mais aujourd'hui, tu sais, je comprends que c'est pas un grand film, mais il y a quelque chose dans ce film-là qui a... C'est sûr qu'à 6 ans aussi, c'est peut-être un peu plus marquant que rendu à l'âge que tu es. Oui, clairement. En fait, une question qui est vraiment intéressante qu'on pense par rapport au film d'horreur, c'est pourquoi il y a certaines choses qui peuvent vraiment faire peur à une personne et à une autre personne, ça pourrait zéro les affecter. Bien, il y a des affaires très simples. Tu sais, crois-tu aux fantômes? Moi, personnellement, non. Ben, si tu crois pas aux fantômes, un film de fantômes, tu vas faire. Ouais, parce que... C'est sûr. Bon, fait que c'est pas peur. Si tu crois aux fantômes, écoute un film de fantômes. Moi, dans la vie, j'ai peur du sang. J'ai une phobie du sang. Je peux pas expliquer pourquoi j'ai peur. Moi, quelqu'un se fait mal, j'ai tout croche. Mes amis veulent absolument écouter des films d'horreur avec moi parce que je surréagis quand il y a du sang. Fait que moi, c'est sûr que, pas que ça me fait peur, mais j'ai réagi vraiment fortement quand il y a des trucs gore. Dans quelque part, j'aime ça. C'est un peu comme les manèges, tu sais, j'ai peur, mais c'est plaisant. Fait que je pense que ça dépend vraiment des personnes. Si toi, t'es angoissé par la fin du monde, bien, les films de zombies, ça va peut-être plus venir te chercher. Yeah. Si t'as peur des tueurs, aussi, je sais pas, tu as une expérience dans la vie, mettons que tu t'es fait suivre puis péter à la gueule d'une ruelle, peut-être qu'un film de tueur qui suit le monde puis qui rentre, qui fait de l'invasion à domicile, ça va venir plus te chercher. Je pense vraiment que c'est le caractère du monde, puis aussi la qualité du film. C'est un mix entre les deux. Donc là, on va répondre à des questions un peu plus personnelles par rapport à ta carrière à toi. Donc, c'est quoi ton parcours, en fait, par rapport à l'improvisation, à la télé, à tout ce qui est enseignement? Oh mon Dieu! Une grosse question? C'est une grosse question. En fait, moi, j'ai toujours fait des arts parce que j'ai toujours aimé ça. Mais moi, j'ai un côté très rationnel aussi. J'ai un côté très pragmatique, j'ai un côté très créatif. Ça fait que j'ai fait des études, je fais des études en sciences politiques parce que j'adore réfléchir, j'adore penser, j'adore refaire le monde. J'étais intéressé beaucoup par l'actualité. Et aussi, j'avais le côté un peu clown où j'ai commencé à faire de l'impro à la Polyvalente à Mistassini. Merci encore à Gaétan Bédard et Richard Boucher qui ont pris une gang de Mongols qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, puis qui, à la place de faire des mauvais coups, ils les ont fait faire de l'impro. Puis on a parti ça, puis il y avait Stéphane Gagnon aussi qui était venu me donner des ateliers, en tout cas. Et ça a semé des graines. Et après ça, ben moi, j'ai continué à faire de l'impro au cégep. J'ai fait de l'impro à l'université dans la merveilleuse Ligue universitaire d'improvisation où j'ai rencontré une multitude d'amis, de très grands joueurs. Et j'ai eu une belle carrière parce que j'ai fait 7 fois le championnat canadien. J'étais allé 4 fois faire le championnat mondial. J'ai fait plein d'événements mondiaux. Quand on a lâché le match d'impro pour faire plus des spectacles d'impro, j'ai eu des contacts, j'ai joué dans plein de pays. J'ai voyagé énormément avec l'impro. Je suis privilégié là-dessus là, par rapport au talent que j'ai. Mais des fois, être à la bonne place, avoir les bons amis, la bonne team, ça m'a beaucoup aidé. Puis quand, à un moment donné, j'ai eu l'offre pour la télé, j'étais capable de mixer deux affaires. Et l'enseignement, c'est la même chose. Tu sais, soit que je fais une émission ou que j'enseigne, je fais mon show.
mais je passe de la matière. Fait que je réussis à avoir les deux. Puis si j'avais juste un côté, juste le côté clown, il me manque le côté pragmatique. Puis si je faisais juste, mettons, des études poussées ou un doctorat, il me manquerait beaucoup le côté terrain, communicateur. Parce que moi, après mon bac en sciences politiques, j'ai travaillé au gouvernement. Puis j'ai détesté ça. Puis à un moment donné, la possibilité d'enseigner est arrivée. Je l'ai essayé, puis je suis tombé en amour parce que là, il y avait quelque chose, tu sais. Puis tout le temps où j'avais pas de job, ben moi, je vivais de l'impro, du théâtre. Je faisais ça par plaisir. J'ai jamais fait ça pour la carrière ou pour on me reconnaisse ou pour me sentir big. Moi, j'aime ça être sur les planches, m'amuser avec les gens, puis c'est ça. Ça répond-tu assez rapidement? Oui. J'ai essayé de faire ça vite, là, mais... Tu as même répondu à 2 questions. Tu as répondu à ma dernière question aussi. Oui, c'est quoi? C'est quoi qui t'a mené à devenir prof dans les médias? Ouais, ben c'est ça. Ben moi, j'ai aussi j'ai un diplôme en sciences politiques, mais aussi en communication publique et en pédagogie. Ça m'a amené, écoute, à mixer tout ça, puis à réussir à faire je pense, une job honnête. Parce que j'ai une approche qui est possiblement différente, ou du moins qui m'appartient. Je sors un peu du paradigme de l'enseignant classique. J'essaie de décadrer le plus possible mes étudiants en leur donnant des filons, mais en leur permettant de réfléchir par eux-mêmes puis d'avancer dans leurs projets et d'être innovants. Parce que c'est ça, des fois, je trouve, dans l'enseignement, c'est qu'on cadre tellement qu'au bout du compte, on se ramasse toujours un peu avec le même genre de travail, le même genre de présentation, parce que c'est trop cadré. Qu'en décadrant, ça amène beaucoup d'anxiété auprès des étudiants, mais ça leur permet de se dépasser et d'embarquer à fond dans des projets qui leur font plaisir. Et là, ça devient plus du travail, ça devient un plaisir d'être à l'école. Puis ça, là, c'est le secret. Si tu as du plaisir à faire ce que tu fais, moi, je ferais pas de la télé, j'enseignerais pas. D'ailleurs, si on continue l'enseignement à distance là, au cégep, moi, je suis réorienté de ma carrière, je déteste ça. Quand je suis en classe, c'est là que je me sens bien, que je sens que je fais aussi l'idée de faire une différence. Je fais pas une différence chez tous les jeunes à qui j'enseigne ou quand les gens qui écoutent mon émission, etc. Mais si j'allume des fois des lumières, des réflexions, j'ai l'impression qu'on se fait tout le temps mettre un peu des barrières. Moi, j'ai le goût de pousser dans le dos des gens, puis j'en vois des jeunes à qui j'ai enseigné qui font des affaires hallucinantes. Je fais, écoute, bravo. C'est pas à cause de moi, là, mais j'ai fait partie de ce parcours-là. Puis s'il y a une graine ou une affaire qui se rappelle de ce que j'ai pu leur montrer, ben écoute, tant mieux. Moi, j'ai vu des jeunes, là, je nommerai pas de nom, là, mais j'ai eu un jeune à un moment donné, tout croche, là, mais tout croche, avoir de la misère à avoir des notes au cégep. Pas être capable de faire une phrase en français correct. Aujourd'hui, les journalistes à l'Assemblée nationale, je peux juste dire bravo. Ces gens-là se sont dépassés, puis ont réussi à trouver le filon qui les amenait. Moi, le message que j'aurais à dire aux jeunes, c'est laissez personne vous dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous devez faire dans la vie. Rêver puis réaliser les rêves. Moi, je pense qu'il faut se définir par notre capacité à réaliser nos rêves et non pas les rêves des autres. Puis aux parents, j'aimerais leur dire, s'il vous plaît, vos enfants ne vous appartiennent pas. Laissez-les rêver puis laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Donc, parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté. Parce qu'être malheureux dans la vie, là, c'est triste. C'est vrai, par exemple, c'est vrai. Et voilà! Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Maintenant, toi. Oh, moi, OK. C'est beau. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va dire bye-bye aux téléspectateurs. Dimi Amy Rose. Elle aime ça, les choses bizarres, elle. Ben, elle va nous en présenter 10 peurs insolites maintenant. On a toutes peur de quelque chose, OK? Donc, on a toutes des phobies. Les plus communes, c'est la peur des araignées, donc l'arachnophobie. Ou encore la peur du noir, là, ça, on sait pas trop c'est quoi le nom, là, mais c'est la chluophobie. Fait que ça, c'est des peurs que... Il y a pas mal, tout le monde en a, des comme ça, on les connaît toutes. Mais aujourd'hui, on a décidé d'aller plus en profondeur. Donc, on va aller dans les phobies insolites. Fait qu'on va commencer tout de suite avec... en parlant de profondeur, on va aller avec la trypophobie. Donc ça, c'est la phobie des trous. Donc ça, dans le fond, c'est souvent lié à des parasites qu'on peut avoir dans la peau. Fait que ça, les personnes qui ont ça, ils peuvent avoir peur. Ou des trous collés. Donc, exemple, une éponge, de l'eau qui bouille, une ruche d'abeille à l'intérieur, il y a comme plein de trous collés. Il y en a que ça peut rendre mal à l'aise ou, tu sais, là, mettons, des phases de vraiment intenses, là, ça les écœure bien raides, puis ça peut même aller à l'hyperventilation ou la respiration vraiment accélérée, puis ils se sentent vraiment pas bien avec ça. La chronomantophobie. Ça, c'est la peur des horloges. Là, tu vas me dire, ben voyons donc, les horloges, c'est un objet, c'est pas grave. Ben, à part, mettons, t'as peur du tic-tac de l'horloge, là, ben, c'est pas vraiment l'horloge en tant que telle. C'est plus la peur du temps. Des personnes qui sont très ponctuelles et très stressées, souvent, ils veulent vraiment arriver tout le temps à l'heure, des choses comme ça. Puis ça, ça peut être vraiment
vraiment super, là, tu sais, ça peut être, tu sais, quand tu vas au travail, là, c'est bien correct, mais il y en a, c'est tellement devenu quelque chose qui est obsessionnel que ça peut même devenir vraiment, tu sais, c'est quand même assez dérangeant, là, il y en a, tu sais, c'est vraiment, ça peut même faire des problèmes de famille, des problèmes de travail, ça se traite en thérapie, ou il y en a qui enlèvent leurs horloges, mais ça, c'est pas très pratique parce que, ben, t'as juste, tu sais pas quelle heure, fait que c'est encore pire, là, mais va en thérapie, ça va être mieux, OK? La prochaine, ça, je pense que c'est ma préférée. Donc ça, c'est la bananophobie, comme on le voit dans son nom, ou qu'on l'entend, là. C'est la peur des bananes. Donc, la peur des bananes, je juge pas, là. Je suis pas là pour juger, mais chacun a ses peurs. Hein. C'est quand même assez surprenant, mais c'est très rare. C'était aussi très sarcastique. Mais ça, c'est souvent c'est lié à des traumatismes au passé, donc des traumatismes d'enfance. La prochaine, c'est l'acoustophobie ou acoustiphobie. Ça dépend des personnes. Mais ça, c'est la peur du bruit. Donc ça, c'est quand même assez intriguant parce que, tu sais, la peur du bruit, tu sais, c'est comme quelque chose qui est quand même assez normal. Mais ce qui est triste avec ces personnes-là, c'est qu'ils peuvent même avoir peur de leur propre voix. Fait que, ben, j'imagine qu'ils parlent pas beaucoup, puis, ben, c'est quand même assez triste. Que cette phobie-là, ben, ça se traite aussi en thérapie. Puis même à ça, ça doit quand même être assez difficile, là, vu que, ben, ils ont peur du bruit, fait que la thérapeute, elle doit pas parler fort, ben. Ça, c'est aussi des traumatismes d'enfance, là, puis ça doit pas être bien le fun. La prochaine, c'est la xanthophobie. Ça, c'est la peur de la couleur jaune. Ça a l'air assez niaiseux de même, mais quand on sait l'explication, ça l'est pas mal moins. Dans le fond, la couleur jaune, ça, dans le fond, c'est souvent lié en Chine. Dans le fond, en Chine, quand que tu reçois, par exemple, un foulard jaune, c'est comme un ordre qu'il faut que tu ailles te suicider. Il faut que tu meurs en te suicidant. C'est moins drôle du même, là. Ou souvent, les personnes qui ont peur de ça, c'est dû à des traumatismes de l'enfance, comme exemple, il y a un char jaune qui t'a roulé dessus, ben ça se peut que ça te fasse peur, ou ben des bananes. Les personnes qui ont ça aussi, ils peuvent même aller jusqu'à avoir peur d'aller aux toilettes parce que, ben, quand ils vont uriner, hein, ils vont uriner. L'urine, c'est jaune. Donc, ils vont se boucher les oreilles et, ben, fermer leurs yeux pour pas être en contact avec l'urine. Ça va loin de même. La prochaine, c'est l'ombrophobie. C'est pas la peur de l'ombre, comme je pensais. Non, c'est la peur de la pluie. Ils n'ont pas peur de l'eau en tant que telle. C'est vraiment de la pluie, là. C'est le son de la pluie ou juste qu'il y ait de la pluie dehors. Ça peut les rendre vraiment inconfortables. Même à faire des hyperventilations, des sueurs, ils ont peur de la pluie. La prochaine, c'est la carpophobie. C'est la peur des fruits. Ça, c'est assez intriguant, bizarre, c'est iconique. Souvent, les personnes qui ont ça, ça peut être à cause d'un trouble alimentaire. C'est logique, mais il y en a d'autres que c'est pas ça. Ça peut être lié à un truc du passé, là. Quand ils sont un enfant, ils peuvent, je sais pas, avoir été traumatisés d'un fruit. Sinon, il y a les formes, la couleur. C'est vrai qu'une banane, ça fait peur. C'est vraiment très comprenable, là. Mais bon. Ça, c'est aussi un dégoût. Ça peut être... ils ont juste peur, ils sont très inconfortables quand il y a un fruit autour d'eux ou peu importe, c'est comme ça. Bon, fait qu'on va continuer avec la bouffe. Ça va être la peur du beurre de pinot, du beurre de cacahuète, du beurre d'arachide. Donc, c'est l'arachibuthyrophobie. Arachibuthyrophobie. C'est la peur d'avoir du beurre de cacahuète pogné dans le palais. Parce qu'il y en a qui ont peur peut-être de s'étouffer. Il y en a qui ont peur Ils ont peur parce que c'est comme une texture assez collant, là, puis c'est pâteux. Puis il y en a qui aiment pas ça, fait qu'ils ont peur de ça. Fait que j'imagine qu'ils prennent pas de beurre de peanut, de beurre de cacahuète, de beurre d'arachide. Puis aussi, ils peuvent avoir peur de la réaction allergique. Mais ça, c'est un peu... c'est très comprenable, là. La réaction allergique, tu vas pas mourir de ça. Ça, c'est quand même assez triste. Il y a la peur, c'est la chérophobie. C'est la peur de la joie. Parce que eux, pour eux, là, c'est comme si, aussitôt qu'il y avait un événement joyeux dans leur vie, ben il y allait avoir un tout de suite qui allait balancer de négatif. C'est comme tout le temps, c'est tout le temps balancé. Fait que tu peux pas être heureux tant qu'il n'y a pas de négatif. Fait qu'ils sont tout le temps dans le négatif. Et comme ça, ils se disent, ben j'aurais pas de peine d'avoir une affaire positive. La prochaine, c'est la peur des nombrils. Donc, la emphamalophobie. Emphamalophobie, c'est la peur des nombrils. Donc, il y en a qui ont peur du nombril parce qu'ils ont peur que leurs entrailles
se vident par leur nombril. Donc, ils n'ont pas peur, exemple, que ça se vide par le nez. Non, c'est vraiment le nombril. Ou juste avoir un nombril proche d'eux. Donc, exemple, ils vont à la plage, les monde sont en maillot. Il y a un nombril, ben j'imagine qu'ils évitent des endroits comme ça parce qu'il y en a partout. Puis ça les rend vraiment inconfortables. La prochaine, c'est la phobie que les statues prennent vie. Donc, on a une statue. Merci, Eva. C'est agalmatorémaphobie. Donc, ça, c'est la peur des statues qui prennent vie. Les gens, ils ont peur que les statues à côté d'eux, ça les touche, ça commence à leur courir après ou des choses comme ça. Ils ont juste peur que ça bouge. Puis ça les rend vraiment inconfortables. Donc, ils évitent, exemple, les musées, ils évitent les lieux de culte, puis des choses comme ça, là, n'importe où, que des statues ou des mannequins, là, mettons, dans un centre commercial, là, il y a des mannequins pour le linge, ben ils ont peur que ça prenne vie aussi. Fait qu'ils évitent tout ça parce que ben, ça les fait paniquer, puis ben, ils ont peur, là. La dernière, c'est ma préférée, je pense. C'est c'est la phobie qu'un lézard te tombe dessus quand t'es couché dans ton lit. Il y a un nom pour ça. Cubiculacétophobie. Donc, les lézards, je sais pas, là, ils ont d'autres choses à faire que de monter sur ton mur puis de te tomber dessus. Mais il y en a qui ont peur de ça quand même. C'est que c'est quand même assez répandu, là. C'est plus à des places que des lézards, là, mais c'est quand même assez répandu. Donc là, on a pris un lézard pour ça. C'est Marcos. C'est notre invité spécial. Fait que ça, c'était 10 peurs insolites. J'espère que vous en avez appris. C'est ce qui conclut notre épisode sur les peurs. On se revoit la semaine prochaine et on va parler des métiers.